Nous allons continuer notre travail sur Franz Rosenzweig. Évidemment, vous ne me voyez pas du tout de la même manière, de cette façon-là. C'est un petit peu plus abstrait probablement, mais peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus juste parce que je ne suis pas avec vous. Voilà, nous continuons cette réflexion d'abord en comprenant la manière dont Rosenzweig va philosopher. Et il va commencer par philosopher à partir d'une critique. On pourrait dire presque une critique existentielle de la philosophie et de la philosophie idéaliste. Il fait une critique de la philosophie idéaliste en ce qu'elle envisage toujours le réel comme un tout, une totalité, par un processus de totalisation. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par tout ? C'est une duperie, dit-il. Le tout, c'est ce qui ne saurait mourir. C'est-à-dire, c'est l'idée que la réalité se conserve, qu'elle est toujours en quelque sorte identique à elle-même, même lorsque, par le changement, elle propose un regard différent sur ce qu'elle est. Le tout, c'est le nom de l'absolu, finalement, pour la philosophie idéaliste. C'est quelque chose d'abstrait, c'est l'un, c'est le cosmos, le nous, l'âme du monde, la science, le savoir absolu. Hegel est le modèle de cette philosophie qui totalise absolument tout. Hegel, c'est un estomac géant, on pourrait dire. Tout se digère en lui, l'esprit se digère lui-même en lui. Il totalise vraiment la réalité, c'est-à-dire en quelque sorte qu'il fait la somme, comme un loufia à qui on dit l'addition s'il vous plaît. Dans l'histoire de la philosophie qui précède Rosenzweig, il y a des auteurs qui ont fait la critique de Hegel. Hegel est important parce que c'est celui qui va le plus loin à cause de la dialectique dans une philosophie de la totalité. Alors il y a des auteurs qui ont critiqué Hegel, après Hegel bien sûr. Un premier qui inspire Rosenzweig s'appelle Søren Kierkegaard. Kierkegaard né en 1813, mort en 1855, un Danois, probablement la plus farouche opposition à Hegel, parce qu'il met en valeur le fait que l'expérience fondamentale de l'homme touche son existence. C'est celle de l'angoisse, c'est celle du rapport à la mort, c'est celle de la foi, par laquelle une décision fondamentale est prise et qui ne répond pas nécessairement aux attentes, je dirais, universelles de la philosophie, mais qui concerne quelqu'un dans sa singularité. Le modèle dans le religieux, c'est Abraham. Abraham suit un appel existentiel. Donc en quelque sorte, Kierkegaard montre que l'existence précède l'essence, comme le dira plus tard Sartre, d'ailleurs en revenant dans le texte qui est le sien, sur le philosophe qui est Kierkegaard. Un deuxième auteur important, c'est Schopenhauer. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, 1788-1860. C'est un auteur qui ne s'interroge plus, comme un bouddhiste d'ailleurs, sur la valeur objective du monde, mais qui se demande pourquoi on accorde au monde une valeur, pourquoi on s'y attache, pourquoi on s'attache à la vérité. Et par là, il met en valeur la relation qu'on établit avec les choses. Et avec Schopenhauer, c'est donc plus un concept qui clôture en quelque sorte la philosophie, mais c'est un certain type d'homme, un homme qui réfléchit sur la vie, parce que la vie est une chose pénible. Voilà ce qu'est Arthur Schopenhauer, selon le mot même de Rosenzweig. Puis un autre auteur très important, qui est Nietzsche. Nietzsche, qu'on connaît bien à Nice évidemment, est né en 1844 et meurt en 1900. Il montrera dans la suite d'Arthur Schopenhauer, dont il est un grand lecteur, que ce rejet de l'existence est en réalité un rejet de la vie et qu'il faut mesurer la valeur d'une philosophie à la manière dont elle se rapporte à la vie, dont elle se rapporte au corps, dont elle se rapporte à la singularité d'une existence. Avec ces philosophes, après Hegel, résume Rosenzweig,
le philosophe cessa d'être quantité négligeable pour sa philosophie. Et ça, c'est un point fondamental, c'est-à-dire que l'existence va dominer le rapport à l'essence même des idées, à ce qu'on pourrait appeler le contenu du savoir philosophique. On peut dire qu'en ce sens-là, la singularité du réel, et pas seulement son universalité, va dominer. Alors ça, c'est très important, comme cette critique de la totalité, pour penser une philosophie de la religion. Parce que les philosophies de la religion, qui sont des philosophies de la totalité, elles relativisent la singularité religieuse par rapport à la totalité. Alors que quand on met en valeur l'existence, on va pouvoir s'intéresser dans la philosophie de la religion à l'événement d'une révélation, celle qui est faite à Abraham, par exemple, ou à Moïse dans le judaïsme, celle qui est faite à Jésus dans le christianisme, celle qui est faite à Mahomet dans l'islam. Et donc, on va mettre en valeur des faits, ce que Rosenzweig appelle la facticité, les faits, l'état même de faits et d'événements qui se placent dans la réalité. C'est de cette façon-là, pourrait-on dire, dès le départ de sa pensée, par cette critique, que Rosenzweig va mettre en valeur l'existence et constituer une philosophie de l'existence. Revenons donc à un texte, c'est-à-dire à de l'encre. C'est pourquoi vous ne me voyez plus d'un seul coup en couleur, mais uniquement avec quelques traits, quelques dessins, comme l'encre sur du papier, comme l'encre d'un dessin, et finalement l'encre que nous avons sur les livres. Alors, je vais regarder avec vous deux textes, sans les regarder entièrement, mais en mettant en valeur des points. Toute l'étoile de la rédemption commence par un texte absolument extraordinaire, presque romantique, angoissé. Je vous disais que Franz Rosenzweig a écrit ce livre dans les tranchées sur des cartes postales. C'est quand même un événement assez extraordinaire. Il est pris, comme dans les tranchées, par cette crainte de la mort. Et voici comment il parle. Il faudrait avoir sa voix, presque une voix existentielle. Je lis. Vous avez le texte devant vous. De la mort, de la crainte de la mort dépend toute connaissance du tout. Rejeter la peur du terrestre, enlever à la mort son dard venimeux, son souffle pestilentiel à l'Hadès, voilà ce que n'ose faire la philosophie. Pourquoi la philosophie, c'est moi qui parle, n'ose pas faire cela? Parce que précisément, elle est attachée à elle-même. C'est-à-dire, elle va valoriser l'esprit contre le corps, les idées, la valeur du tout contre la singularité. Tu meurs, c'est terrible, mais en fait, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. Tu reviens au tout, tu es poussière, tu reviens à la poussière. C'est une vérité, même biblique. Mais est-ce que cela donne sens à la mort de quelqu'un? Ça lui permet sans doute, dans ce mouvement global, d'accepter quelque chose. Mais est-ce que cela fait sens pour son esprit dans son existence? Eh bien, non. Chacun, d'une certaine manière, même s'il est réconcilié avec la possibilité de la mort, reste, quant à lui-même, dans quelque chose d'une angoisse. Et ces tentacules de la mort nient le jeu qui ne cesse de hurler, dit Rosenzweig. Que l'angoisse de la mort ignore tout d'une telle séparation en âme et en corps qu'elle hurle « je », et ne veuille rien entendre d'une dérivation de l'angoisse sur un pur corps. Point n'en chaud à la philosophie. La philosophie est donc extrêmement indifférente à l'existence. Voilà ce que constate dès le départ de l'étoile de la rédemption, Rosenzweig. Prenons maintenant un second texte que je vous ai cité toujours dans les débuts de l'étoile de la rédemption.
il parle de l'homme en montrant comment, après Nietzsche, après Kierkegaard, après Schopenhauer, la philosophie s'est transformée. Je le lis. C'est ainsi que l'homme, non, pas l'homme, mais un homme tout à fait déterminé, devint une puissance dominante. Là, non, sa philosophie. Le philosophe cessa d'être quantité négligeable, c'est écrit en français dans le texte. Le philosophe cessa d'être quantité négligeable pour sa philosophie. Voilà une formule absolument essentielle. Celui qui parle en philosophie, c'est quelqu'un. Il a une histoire. Il parle à partir souvent d'un point aveugle qui est sa posture dans l'existence. Il parle à partir de son corps. Il parle à partir de sa perception, à partir de sa culture. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un rapport critique possible sur sa culture, un rapport critique possible à son existence, à son expérience. Il peut en prendre conscience, il peut en faire la généalogie, mais c'est toujours à partir d'une finitude qu'il s'exprime, à partir d'une existence qu'il s'exprime. Et cette conscience que prend Nietzsche, c'est que le philosophe n'est plus une quantité négligeable pour sa philosophie. C'est presque du bon sens, mais c'est un bon sens que l'esprit, dans sa prétention au savoir absolu, a en quelque sorte négligé et qu'essaye de retrouver Rosenzweig.